Bienvenue sur LCI, bienvenue dans Week-end Soir. Notre invité, Bruno Gollnisch, député européen du Front National. Bonsoir, Bonsoir. Bruno Gollnisch. Pour vous interroger en plateau avec moi, Patrick Girard, politologue. Bonsoir. Et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonsoir. Pour commencer, bonsoir à tous. Nous allons parler des États-Unis et se poser cette question. Donald Trump est-il trop indulgent avec l'extrême droite? Nous allons vous poser la question, Bruno Gollnisch. Je rappelle juste les faits. En Virginie, hier, suprémacistes blancs et militants antiracistes étaient réunis à Charlottesville. Une voiture a foncé dans la foule sur des manifestants antiracistes. Une femme est morte sur le coup. Donald Trump a réagi, oui, mais en mettant au même niveau les deux groupes, et il n'a pas voulu condamner les suprémacistes blancs. Écoutez maintenant la déclaration de Donald Trump qui a suscité l'indignation. Nous suivons de très près les terribles événements de Charlottesville. Nous condamnons fermement le déchaînement de haine, de fanatisme et de violence de chaque côté. Cela n'a pas sa place en Amérique. Alors je précise qu'en fin d'après-midi, Donald Trump, en tout cas la Maison-Blanche, a fait savoir que Donald Trump condamnait finalement les violences, la haine de tous les extrémistes, dont les suprémacistes blancs. Donc 24 heures après sa première déclaration, Bruno Gollnisch, est-ce que vous êtes choqué, indigné par la réaction il y a 24 heures de Donald Trump? Il condamnait déjà toutes les violences là maintenant. Donc je crois qu'on essaie de faire porter à M. Trump le chapeau d'une affaire absolument navrante et évidemment tout à fait condamnable. Ceci étant, il ne me paraît pas anormal qu'un chef d'État attende les résultats d'une enquête, au moins quelques heures, avant de condamner ceci ou cela. Je vous fais remarquer quand même que l'initiative des violences, elle est aux contre-manifestants. Aux États-Unis, il y a le premier amendement, plus exactement, de la Constitution, qui érige la liberté d'expression. On a le droit de manifester. Les contre-manifestants voulaient empêcher cette manifestation. Évidemment, par la force, ça a dégénéré. Il y a un mort et des blessés. C'est un crime qui est tout à fait condamnable, qui doit être jugé. Mais je ne vous cache pas qu'au-delà de ce fait divers, moi, je suis beaucoup plus inquiet par les déclarations de M. Trump et de, si j'ose dire, de son partenaire nord-coréen sur la Corée du Nord, voire sur le Venezuela. Ça m'inquiète beaucoup plus. Nous allons en reparler. En revanche, je précise factuellement que même dans les rangs des Républicains, l'absence de Donald Trump, qui ne nomme pas les choses concernant ces néo-nazis et ces suprémacistes blancs, a créé une forme de colère, même dans ses rangs. Non, mais enfin, soyons sérieux. Ce genre de groupuscule existe depuis des années aux États-Unis. Ils sont très peu représentatifs, comme il y a des groupes de suprémacistes noirs. Je pense que vous avez entendu parler du Black Power, etc. Ce sont des extrémistes et des fanatiques que je crois, je viens de l'entendre, Trump avait condamné dès le début. Il ne s'est pas prononcé sur la culpabilité de l'auteur de ce qui apparaît comme étant un meurtre. Il n'est pas absolument anormal d'attendre quelques heures avant de le faire. Patrick Girard. Non, enfin bon, il y a une faute de communication de Donald Trump, parce que en oubliant de condamner spécifiquement les suprématistes noirs, les suprématistes blancs plus exactement, il commet une maladresse, et je crois que ça provoque d'autant plus de réactions au sein du Parti républicain qu'aux États-Unis, historiquement, le Parti républicain, c'est celui d'Abraham Lincoln, celui qui symbolise la lutte contre l'esclavage, pour la libération des Noirs. Alors que les démocrates du Sud américain avaient plutôt une fâcheuse réputation d'être quand même très à droite et très conservateurs. Alors je comprends qu'il y ait de la grogne dans les rangs républicains, parce que finalement, on vole une partie de l'héritage républicain aux États-Unis. Oui, mais convenez justement, puisque vous faites de l'histoire, à juste titre, que la première et la plus imbécile provocation, c'est de déboulonner les statues du général Lee, qui était le héros des sudistes lors de la guerre de sécession. C'est de là que tout est parti. Écoutez, c'est peut-être effectivement une maladresse que de vouloir à tout prix rayer l'histoire et déboulonner le général Lee. Cela dit, se promener avec des emblèmes nazis n'est pas la preuve d'une grande intelligence politique. Ou communiste ou autre. Je ne me mettrai pas sur le même plan. Moi, si. Une maladresse. Est-ce que c'est
seulement une maladresse? Je crois qu'en fait, le président Trump nous a habitués à tweeter davantage et plus vite qu'il ne réfléchit. Or, la communication politique, c'est quand même quelque chose qui doit se réfléchir, se travailler, parce que la parole engage, et là, en l'occurrence, elle engage le chef de l'État américain, avec tout ce que ça peut supposer. Et oui, là, c'est une maladresse. Il aurait dû prendre la mesure de ce qui s'était passé et avoir un propos qui soit à la hauteur de l'événement. Aux États-Unis, beaucoup estiment que c'est plus qu'une maladresse et que ça relève du fait qu'il a été soutenu par ces groupuscules lors de son élection. Vous l'accusez de ne pas réfléchir et vous pensez qu'il aurait dû tout de suite dire qui était coupable, alors que même à la radio, la télévision française, par exemple, s'agissant de l'homme qui est responsable de l'attentat et qui a été blessé et arrêté récemment, on parle toujours de présumé auteur. Il y a une prudence qui s'impose au nom de la séparation des pouvoirs. On peut faire une séparation dans le raisonnement, mais on peut à un moment donné prendre position par rapport à des groupuscules qui sont clairement en dehors du champ politique. Mais je pense pas que les contre-manifestants l'étaient aussi. Je pense, oui, mais enfin ça c'est votre point de vue d'une part. Deuxièmement, il y a quand même dans ce pays, et c'est ça qui est préoccupant, et qui était préoccupant, c'est l'alignement des planètes entre un pays, les États-Unis aujourd'hui, qui traversent une période que je considère comme étant compliquée. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis m'inquiète. C'est-à-dire que la profondeur des fractures qui aujourd'hui secouent les États-Unis sont en train de fabriquer un électorat qui a réussi à porter M. Trump au pouvoir, un électorat qui n'est pas réjouissant par rapport à ce qu'il porte en termes de projet, par rapport à ce qu'il porte en termes d'espoir et de valeur. Et M. Trump attise ça d'une certaine façon avec ses positions. Donc là, on a un vrai problème de fond. Or, on ne parle pas d'une puissance de seconde zone, on parle des États-Unis avec une tendance et une dérive aujourd'hui qui est préoccupante, avec un pays, vous mentionnez le premier amendement, ok. Le deuxième amendement, c'est le droit de se servir d'une arme à feu. Il reste aujourd'hui quand même aux États-Unis un droit constitutionnel fondamental, mais qui fait aussi des dégâts et qui aussi illustre cette capacité de violence que le pays américain est capable de produire. Or, aujourd'hui, les Américains continuent à avoir des dérives, des manifestations. Enfin, si on avait ce type de manifestation aujourd'hui en France, je vous imagine pas dans quel pays le serait, même en termes de capacité de résilience. Aux États-Unis, c'est presque banal d'avoir ce type d'affrontement entre des groupuscules qui défendent des idéologies qui sont souvent totalement en dehors du champ démocratique. Voilà le point. Et le président, maintenant, il est président, M. Trump, et il doit être au-dessus, effectivement, de ces difficultés et travailler à réunir son pays et pas, par la maladresse d'une mauvaise communication, mettre de l'huile sur le feu et provoquer ce que ça provoque. Je suis tout à fait de votre avis. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut éviter ce genre de choses à la France. Et comme même Mme Merkel a fini par le découvrir, les sociétés multiculturelles sont généralement des sociétés multiconflictuelles. Et c'est devenu effectivement le cas de la société américaine, c'est vrai. Le multiculturalisme serait à l'origine de violences telles qu'on vient de le voir ? Oui, bien sûr, ce sont des violences sur une base ethnique c'est beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien. La société américaine s'est construite sur un fond raciste, avec un modèle raciste. On a quand même fallu attendre les années 60 pour que, globalement, on mette à peu près tout le monde sur le pied d'égalité. Et il a fallu encore attendre une quarantaine d'années pour qu'on franchisse des caps. Et l'arrivée de Barack Obama, en fait, d'une certaine façon, a radicalisé certains extrêmes, parce que totalement rejeté. La société américaine n'a pas fini de régler ses problèmes. Son ADN a encore quelque part un fond qui est de nature à être préoccupant. Mais les sociétés profondes ont quelque chose qui peut être préoccupant. La France a aussi ses problèmes. On n'a pas réglé tous nos, si je puis dire, on n'a pas évacué tous nos fantômes. Pour autant, le côté multiculturel n'est pas le fond du problème. Le côté problème, c'est comment est-ce qu'on vit ensemble, voilà. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que le système favorise le fait que chacun puisse être ce qu'il a envie d'être, avec le respect des autres, dans la limite de l'équilibre qui va bien. Et c'est là où on a besoin de travailler. C'est pas tellement de savoir si c'est multiculturel ou polyculturel. Enfin, ça, je voudrais maintenant qu'on en vienne à une autre actualité de la semaine. Oui. C'est l'attaque de Levallois-Perret. C'était mercredi, un homme a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle. 6 soldats ont été blessés, l'assaillant a été arrêté. L'opération Sentinelle, c'est 7000 hommes répartis sur le territoire. Dans le quotidien des Français depuis 2015 maintenant, ils ont été attaqués à 6 reprises, les militaires, sur ces 2 dernières années. Est-ce qu'il faut, Bruno Gollnisch, maintenir l'opération Sentinelle ? Je ne suis pas certain qu'il faille la maintenir sous cette forme. En tout cas, je pense que l'état d'urgence ne peut pas, lui, être prolongé indéfiniment. Sur l'opération Sentinelle, sur l'opération Sentinelle, il faudrait que nos troupes aient les moyens de la maintenir, parce qu'on est absolument à flux tendu. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Non seulement on utilise l'armée en permanence à l'intérieur du pays dans le cadre de cette opération Sentinelle, mais on l'utilise pour des opérations extérieures qui se sont multipliées ces dernières années, alors que les crédits et les moyens ne suivent pas. Il y a une contradiction qu'il faudra résoudre. Alors beaucoup estiment que ces militaires déployés rassurent les Français, mais fixent la menace, puisqu'ils ont été le plus souvent pris pour cible lors des dernières attaques. Les dernières interventions concernaient des militaires attaqués. Vous pensez la même chose ? Oui, mais je pense que ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est d'essayer de résorber le terreau
d'où s'alimente cette menace. Il est certain que, loin de moi l'idée de prétendre que tous les musulmans sont les criminels en puissance, pas du tout, mais je constate quand même que tous les assassins se réclament précisément de l'islamisme, même quand ils sont fous, ce sont des fous qui crient Allahu Akbar, ce ne sont pas des catholiques qui aiment la messe en latin, vous voyez, que l'on traite aussi souvent d'extrémistes ou d'intégristes. Par conséquent, il y a un terreau, on sait très bien qu'il y a en France des mosquées radicales, on n'a pas empêché les prêches, on a laissé venir des imams autoproclamés venant de pays étrangers, les plus radicaux, les plus extrémistes, etc., etc. C'est une situation que le Front National a essayé de prévenir pendant des années en criant casse-cou. Quand nous efforcions de le faire, on disait que nous agitions des peurs, que nous surfions sur des craintes, etc. Ben, les peurs et les craintes, elles se réalisent aujourd'hui. Oui, Sentinelle, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'illustration du fait que nos militaires sont visés parce que nos militaires sont sur le terrain. C'est eux qui, dans tous les pays où le djihad est mené, en Libye, en Afrique, dans la bande sahélienne, ce sont nos militaires qui sont là. Donc c'est assez logique, peut-être, en tout cas dans l'esprit de ceux qui nous attaquent, de porter le fer contre eux, même s'il y a quelques semaines, on a aussi attaqué des policiers sur le parvis Notre-Dame. Donc en tout cas, il y a un changement de cible, visiblement. Alors ça durera ce que ça durera, mais peut-être parce que la nation française a fait preuve de résilience aussi par rapport aux attentats très graves qui l'ont secoué. On ne sait pas ni les uns ni sur les autres fini par se taper dessus, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. On a résisté à ce qui aurait pu effectivement dégénérer, et tant mieux, réjouissons-nous, si je puis dire. Pour autant, les gens qui nous attaquent se disent, tiens, qu'est-ce qui peut porter le fer, qu'est-ce qui peut déstabiliser, qu'est-ce qui peut fragiliser? Et le fait d'attaquer nos forces de l'ordre, parce que au-delà des militaires, c'est les forces de l'ordre. Si on enlève les militaires de l'opération Sentinelle, ils n'auront pas de mal à cibler d'autres forces de l'ordre si c'est ça l'objectif qu'ils visent. Voilà. Alors après, est-ce que ça pose la question de fond de Sentinelle? Mais la question de fond de Sentinelle, elle est posée depuis le départ. Nos militaires sont d'abord faits pour les opérations extérieures, mais on peut très bien les mobiliser, c'est parfaitement prévu sur le territoire intérieur pour des opérations ponctuelles ou durable en fonction de la situation si elle l'exige. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on utilise des militaires extrêmement bien formés pour des opérations de peu de valeur ajoutée. Donc évidemment, c'est pas souhaitable de maintenir en l'état. Il faut les garder pour ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire le côté pointe de diamant et efficacité dans des opérations très précises. Après, on peut très bien faire évoluer le dispositif. Après, il faudra maîtriser les coûts parce que c'est aussi avec peut-être pourquoi pas recours à davantage de sociétés privées. Enfin, il y a différents moyens de faire. Macron, elle a dit, oui. D'ailleurs, Florence Parly, pour commencer, la ministre des Armées, a dit cette semaine que l'opération Sentinelle est plus nécessaire que jamais. Emmanuel Macron, bien avant cela, avait dit qu'il voulait revoir en profondeur le mode de fonctionnement. Oui, mais enfin, l'opération Sentinelle, c'est un peu la quadrature du cercle, parce que on l'a fait dans l'urgence pour bien montrer que le pouvoir se préoccupait de la sécurité des Français. On sait très bien que c'est inefficace, qu'elle n'a pas vraiment donné beaucoup de résultats. La seule fois, par exemple, où les militaires étaient présents sur le terrain lors d'un attentat au Bataclan, ils n'ont pas pu tirer parce qu'il y avait un problème de transmission des ordres, etc. Tout le monde sait qu'il faut passer à un autre dispositif. Emmanuel Macron avait annoncé le recrutement d'environ 10 000 nouveaux policiers et gendarmes. Il leur faut 2 ans pour être formés, pour être sur le terrain. Donc pendant 2 ans encore, ça va patiner. Bruno Gollnisch, certaines voix qu'on recommence à s'élever comme celle d'Éric Ciotti pour dire qu'il ne faut pas mettre fin à l'état d'urgence, puisque l'état d'urgence va prendre fin, c'est ce qu'a voulu Emmanuel Macron au mois de novembre. Il y aura une loi, en revanche, qui va arriver au mois de septembre pour passer les dispositions de l'état d'urgence dans l'état de droit. Oui, moi je pense que l'état d'urgence, comme le nom l'indique, est un état exceptionnel. On ne peut pas vivre en permanence en état d'urgence, sinon, d'une certaine façon, on donne raison aux terroristes. De surcroît, un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence ont été utilisées tout à fait en dehors de leur objet, c'est-à-dire de lutter contre le terrorisme djihadiste. Ça a permis d'utiles perquisitions dans divers locaux de partis politiques, la confiscation de fichiers, etc. Oui, bien sûr. Et vous êtes passé à la France Insoumise, Comment? parce que ça, vous êtes passé à la France Insoumise, c'est un discours que pourrait tenir Jean-Luc Mélenchon. Mais monsieur, si Jean-Luc Mélenchon dit que 2 + 2 font 4, je ne me crois pas obligé de prétendre le contraire. Bon, moi j'ai toujours été opposé à la gauche et à l'extrême gauche, comme chacun sait, je le reste, mais mais si un communiste dit qu'il fait jour à midi, je vais pas prétendre le contraire. Je crois que l'opération Sentinelle, on se prend justement à cauchemarder de ce qui pourrait se passer si les auteurs de ces attentats étaient lourdement armés.
Parce que pour le moment, ils utilisent des voitures de location, des couteaux de cuisine, des marteaux, des objets de ce type. Le jour où ils disposeront d'armes automatiques dont on sait qu'elles circulent très facilement, par exemple dans certains quartiers de Marseille, ce sera une autre affaire. Dans l'actualité, cette semaine également, on a beaucoup parlé de la loi moralisation. Le FN s'est abstenu. Oui. Pourquoi ? C'est une loi de démoralisation de la vie politique en réalité. D'abord parce qu'il n'y avait aucun besoin, c'est typiquement français, ça. Enfin, c'était un mauvais côté de la gouvernance française, c'est-à-dire toutes les fois qu'il y a un problème, un scandale, on ajoute une loi à des lois préexistantes qui ne sont pas appliquées. Il y a dans notre arsenal législatif, il y avait absolument tout ce qu'il fallait pour réprimer, réprimer les malversations éventuelles que commettent, c'est vrai, parfois un certain nombre d'hommes politiques. Bon, deuxièmement, on ne s'est pas véritablement attaqué au fond du problème. Par exemple, une chose quand même extrêmement importante, ce sont les relations avec le secteur privé. Troisièmement, par exemple, le fait d'interdire d'employer sa femme, bon d'accord, ou ses enfants. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça ne me gêne absolument pas, mais est-ce qu'on va interdire à quelqu'un d'employer sa maîtresse ? Bon, alors, il paraît qu'on n'a pas le droit d'employer sa concubine, par exemple. Mais quid si votre assistante devient votre maîtresse, ou s'agissant d'une députée, si votre assistant devient votre amant, tout ça me paraît assez ridicule. Et puis, il y a un bon aspect, à mon avis, c'est l'histoire de la Banque de la démocratie. Parce que jusqu'à présent, nous sommes bien placés malheureusement pour le savoir, il était au pouvoir des banques de décider finalement qui avait le droit de participer ou non aux élections. Le fait qu'il y ait une certaine égalité, une recherche d'égalité dans le financement des campagnes électorales, ça me paraît louable. Mais surtout, je vais vous dire, on amuse la galerie avec les 6 000 € par mois que gagnent les députés, très bien. Bon, mais le problème, le scandale, c'est dans un certain nombre d'entreprises anciennement nationalisées ou encore sous capitaux publics, dans le CAC 40. Par exemple, je regardais tout à l'heure, parce que ça m'intéresse, la BNP Paribas, qui a été spoliée dans l'indifférence générale par le gouvernement des États-Unis de 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est-à-dire 8 fois la fameuse réduction des crédits militaires qui a provoqué le départ du général de Villiers. Bon, dans l'indifférence générale, dans le silence total des autorités françaises. Mais savez-vous qu'à BNP Paribas, j'ai découvert qu'il y a 38 dirigeants qui perçoivent chacun plus d'1 million d'euros par an. Voilà. Alors je crois qu'il y a un gros effort de moralisation à faire. En tout cas, révolution au coup de com', quand on pose la question, pour vous c'est un coup de com'. En grande partie. La loi moralisation est un coup de com' pour vous, messieurs. Cette loi de moralisation, en fait, elle prend ses racines dans le contexte de la campagne électorale qui a été assez délétère, avec la volonté de donner des réponses plutôt à court terme pour répondre à l'insatisfaction populaire, pour faire face aux dérives de l'affaire Fillon, en pensant que l'affaire Fillon était tout à fait fondée et qu'il fallait absolument, même si on n'est pas la preuve que toute la vérité était là, mais il fallait absolument répondre. Bon, alors c'est un peu dommage parce qu'il y avait certainement un grand chantier à ouvrir sur le renouveau démocratique et sur comment on améliore la façon de faire de la politique, comment on améliore la façon de créer une classe politique, la façon de gérer les affaires dans la durée, et ce qui a quand même des dysfonctionnements majeurs qui font que la vie politique française est tombée à ce qu'elle est tombée et où le peu de résultats qu'on voit a conduit à ces résultats d'élection qui sont assez catastrophiques. Donc on aurait dû tout remettre à plat, mais pas le faire aussi vite, pas le faire aussi de manière, j'allais dire, bâclée. Et le vrai problème, c'est que, en plus, une bonne partie de cette loi de moralisation concerne les parlementaires, et on a demandé aux parlementaires jeunes, d'En Marche, de réfléchir à leur propre statut et de le faire dans un délai d'urgence extrême. C'est dommage. Il aurait fallu vraiment, pour le coup, donner du temps au temps, parce qu'il y a quelques bonnes idées, bien sûr, voilà, mais il y a aussi des idées qui, dans la durée, vont poser des effets et des problèmes, parce qu'on n'a pas mesuré les effets à long terme des différentes dispositions qui sont passées maintenant dans la loi. Patrick, rapidement, parce que j'ai une autre question ensuite. Oui, il y a quand même un problème concernant cette loi, c'est qu'elle a aussi un côté très anti-parlementaire. On supprime la réserve parlementaire, ce qui est quand même le privé des députés
d'un certain nombre d'actions pour finalement laisser les fonds de la réserve parlementaire à la discrétion des ministres. Hein. Je ne sais pas si c'est une avancée relativement importante. Moi, justement, je n'ai jamais utilisé un centime de réserve parlementaire quand j'étais député à l'Assemblée nationale, mais dans cette loi, il y a aussi une disposition très grave, à mon avis très liberticide, c'est de décréter que ne pourront plus se présenter aux élections des députés qui ont été condamnés. Alors ça se comprend très bien s'il s'agit de condamnations pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, des vols, des escroqueries, des détournements de fonds, etc. Mais quand on y a ajouté les délits d'expression, sachant que nous sommes dans un pays où il est de plus en plus difficile de s'exprimer, et pour un propos politiquement incorrect, on se retrouve devant le tribunal correctionnel... Vous avez dit la même chose du Front National sur ce plateau. Est-ce que, en fait, au Front National, vous vous sentez en danger, exposé ? Oui, quand vous pensez, par exemple, qu'un homme comme Jean-Marie Le Pen, pour avoir dit que la présence illégale de Roms sur la promenade des Anglais à Nice était urticante et condamné en correctionnel, quand vous pensez que lorsqu'on lui met en cause un certain nombre de personnalités du showbiz ou autres qui ont dit qu'ils quitteraient la France, si le Front National arrivait gagner les élections, on lui dit « Ah ben vous avez oublié de citer Patrick Bruel », il dit « Ce sera pour la prochaine fournée ». Il se retrouve en correctionnel. C'est pire. Ça vous étonne et ça vous indigne ? Ça me scandalise. Que Bruel soit pour la dernière fournée ou qu'on condamne Jean-Marie Le Pen ? Qu'on condamne Jean-Marie Le Pen. Ça me scandaliserait. Mais ça n'est pas la seule chose. Les lois qui restreignent la liberté d'expression en France se sont multipliées. Loi Pleven qui interdit de parler de l'immigration pour autre chose que pour en dire du bien. Loi Guesso qui interdit de discuter librement de la Deuxième Guerre mondiale. Loi Perben qui interdit de porter un jugement moral sur l'homosexualité. Loi Taubira qui condamne l'esclavage, mais seulement l'esclavage qui était le fait des Européens, et ainsi de suite. C'est pire que sous le Second Empire. Sous le Second Empire, qui était censé être un régime autoritaire, vous aviez des gens qui ont été élus du fin fond de leur prison, des opposants au régime qui étaient condamnés et qui cependant ont été élus. Bruno Gollnisch, tout n'est pas à mettre exactement sur le même plan. J'ai une autre question. En revanche, on va passer à Michel Mercier, le sénateur centriste qui a renoncé à intégrer le Conseil constitutionnel parce qu'il est empêtré dans des affaires d'emploi familiaux et parce qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier. Est-ce qu'il a eu raison de renoncer, Michel Mercier ? Alors, écoutez, c'est sa décision. On peut ajouter le cas de M. Bayrou, de Mme de Sarnez, de Mme Goulard, qui ont quitté le ministère parce qu'une enquête préliminaire a été ouverte. Moi, je crois que le problème, c'est pas de savoir si on a travaillé avec un membre de sa famille. C'est pas d'ailleurs ce qu'on reprochait tellement à M. Fillon. Le soupçon qui a pesé sur M. Fillon... Bayrou, ni à Marie de Sarnez. C'est l'emploi, c'est l'affaire des assistants parlementaires européens et le Front National. C'est de savoir si l'emploi est fictif ou pas. C'est ça qui est grave, c'est que l'emploi soit fictif. Si l'emploi est réel, moi je suis très étonné que M. Bayrou, Mme de Sarnez, Mme Goulard aient démissionné, d'abord simplement parce qu'il y a une enquête préliminaire. Parce que ça permet à n'importe quel magistrat, un substitut du procureur, frais et moulu de l'École nationale de la magistrature, éventuellement membre du syndicat de gauche, du syndicat de la magistrature qui fait profession de partialité, de faire et défaire les gouvernements. Ça me paraît contraire à la séparation des pouvoirs. Michel Mercier, il a eu raison de renoncer ? Qu'il renonce sur le fait d'une enquête préliminaire, ça me paraît dangereux pour l'avenir. Maintenant, dans son cas personnel, c'est vrai que se retrouver au Conseil constitutionnel et devoir porter un jugement sur une loi qui interdit les emplois familiaux quand on a employé son épouse et ses filles, ça me paraît assez difficile, en effet. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à Emmanuel Macron, puisque c'est ça aussi l'actualité de la semaine. Son impopularité, 36% de Français satisfaits, c'est ce que révèle une enquête IFOP pour Le Figaro. Et c'est bien en dessous de ce que récoltait François Hollande à son époque, 10 points de moins même par rapport à François Hollande en 2012. Vous l'analysez comment, Bruno Gollnisch, comment le Front National analyse cette chute d'Emmanuel Macron ? Moi, je disais en privé que M. Macron pourrait terminer son mandat plus impopulaire que ne l'a été François Hollande. Et pourquoi ? Parce que je crois qu'il a fait naître, comme Hollande, énormément d'espoir et qu'il ne sera pas en mesure
de les satisfaire dans la mesure où il est prisonnier d'un système et où le gouvernement français n'a pas les moyens de ses ambitions parce qu'il n'est pas libre. On voit bien, par exemple, que le démantèlement du Code du travail est imposé par Bruxelles. Il y a une recommandation très claire de la Commission européenne. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? On amuse un peu la galerie. Il y a la loi dont nous venons de parler. Il va y avoir... On a fait voter par le Parlement une loi qui donne les pleins pouvoirs, pratiquement, pour démanteler en quelque sorte, enfin au moins un certain nombre de garanties du code du travail. Mais pendant ce temps-là, les Français voient bien que les problèmes subsistent. L'immigration massive, par exemple, et illégale, et qui devient qui submerge un certain nombre de secteurs de notre pays, ça continue. À Calais, la jungle s'est reconstituée, l'insécurité continue de progresser, la situation économique n'est pas meilleure. Par conséquent, je pense que la déconvenue sera à la hauteur des espoirs que M. Macron a fait naître. Alexandre Malafaye, Patrick Gérard. C'est à mon avis plus un problème de style, un problème de signe, un problème de sens. Un problème de style, c'est qu'il a voulu mettre en place une gouvernance et une manière de faire fondée sur la communication avec un porte-parole qui est devenu M. Castaner. Il a cultivé les symboles. Alors à l'international, c'est très réussi, mais on n'est pas dans la capacité à donner du sens. Or, ce qu'on a besoin dans une période aussi importante de changement comme celle-là, c'est de donner du sens. Et il ne fait pas ça. Il ne donne pas du sens. Il ne remet pas en perspective l'action de son gouvernement, ou alors il le fait faire, mais soit par un papier dans le journal, soit par son Premier ministre qui monte au créneau, mais c'est sur des moments courts. Tout en France repose comme sur le chef de l'État. Et deuxièmement, il y a des fautes. Alors certaines étaient relatives, certaines sont plus graves, et qui ont installé un doute. Les fautes, c'est par exemple le zigzag fiscal, la tentation de Bercy qui est de dire tiens, si ça passe, ça passe. C'est de virer le chef d'état-major des armées de manière un peu brutale et de manière inhabituelle dans le fonctionnement et assez choquante finalement sur la méthode. Et donc tout ça petit à petit entretient un doute, fait naître un doute dans l'esprit des Français sondés en tout cas, qui disent bon, il y a bien quelque chose qui se passe, mais visiblement la façon de faire, le sens donné n'est pas clair, et donc effectivement vite ça décroche. Patrick Gérard. Non, je pense que la bulle Macron a fait pchit. Bon, le problème de Macron et de la République En Marche, c'est que c'était une auberge espagnole. Chacun y voyait ce qu'il voulait bien y mettre. Et puis on s'aperçoit que la réalité, c'est très différent. Il y a une espèce de vide sidéral, et la baisse de popularité d'Emmanuel Macron, il paye là une absence de résultats tangibles, parce que, mis à part quelques rencontres au niveau international, l'action du gouvernement et de la majorité depuis son élection, il n'y a pas véritablement de fait marquant. C'est difficile quand même. Je ne vais pas défendre le président Macron, mais je dirais qu'à sa décharge, d'abord, la France est un pays très difficile à gouverner, d'une part, et d'autre part, il était assez difficile d'obtenir des résultats dans un délai aussi court. Mais je suis assez de votre avis quand même, parce que ce qui est grave, c'est qu'effectivement, les Français ne voient pas les perspectives. Moi, je souhaiterais, bien que dans l'opposition, je souhaiterais qu'Emmanuel Macron réussisse, parce que s'il réussissait, ce serait bon pour le pays. Malheureusement, c'est vrai qu'on ne voit pas de perspective. Je propose de voir maintenant les mots de Christophe Castaner, lui encore aujourd'hui, qui s'est exprimé sur Facebook pour défendre ce bilan des 3 premiers mois d'Emmanuel Macron. On va découvrir ces mots. Il attaque les conservateurs de tous bords. Il s'en prend aux artisans frileux du statu quo et de l'immobilisme, défenseurs invétérés d'un système à bout de souffle. C'est pas fini. Il s'accommode selon lui des inégalités qui divisent la France, et il défend les protections qui ne protègent plus. Il prône le retour en arrière, le repli de la France sur elle-même, la sortie de l'Europe. Bruno Gollnisch. Écoutez, les inégalités, je ne veux pas faire d'attaque ad hominem, enfin en l'occurrence ad mulierem, puisqu'il s'agit d'une femme, mais Madame Pénicaud, ministre du Travail, n'est quand même pas une représentante qualifiée du prolétariat laborieux. Elle a réalisé 1 million d'euros de plus-value sur la vente de ces stock options, de ces actions, à la suite d'un plan visant à supprimer 900 emplois quand elle était chez Danone. Alors je crois, moi encore une fois, je veux bien qu'on lutte contre les égalités, je veux bien qu'on s'occupe des parlementaires, qu'on exige des justificatifs de leurs frais, c'est très bien, mais il y a aussi un peu de ménage à faire dans un certain nombre de grandes entreprises. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas systématiquement tomber dans le simplisme. D'un coup dire Madame Pénicaud a gagné 1 million d'euros parce qu'on a licencié 900 personnes chez Danone, vous savez bien comment que c'est un peu plus compliqué. Elle a été récompensée parce qu'il y a eu peut-être une bonne performance
compétence de manière générale de la gestion de l'entreprise Danone. C'est effectivement parce que les actions de l'entreprise ont monté et que de fait il y a eu une bonification de ces stock options. Et à côté de ça, elle a fait un travail qui est certainement pas un travail facile à faire, mais d'évolution de l'entreprise par rapport à un contexte donné sur lequel moi je veux pas rentrer. Mais je sais que non, mais je veux dire ce qu'il faut aussi, pardonnez-moi, mais il faut faire sortir de la tête des gens le fait que le but premier des entreprises c'est détruire de l'emploi, parce que c'est un peu ce que vous entretenez dans vos discours. Non. Or pardon, c'est pas ça. Et deuxièmement, Madame Pénicaud a l'avantage quand même a priori d'avoir un fonds de compétences utile pour mener les réformes dont le pays a besoin sur le domaine du droit social. Et pardonnez-moi, c'est pas vous non plus qui allez me contredire pour dire que le code du travail en France mériterait pas un bon dépoussiérage. C'est vrai. Il y a une tentation qui est menée. Alors est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? On peut en débattre, mais en attendant, lui faire un procès parce que mais je vous réponds très bien. C'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est du simplisme. Je vous réponds quand même très brièvement. C'est vrai, mais si l'action a quand même monté après l'annonce de ces 900 suppressions d'emplois. Bon, vous savez comment marchent les marchés financiers, malheureusement. Ça a été l'une des causes de la plus-value. Et ce que je veux dire, c'est l'égalité. Je veux dire qu'on n'accuse pas. Il y a des inégalités aussi dans la condition sociale d'un certain nombre de. Là, il s'en prend surtout Christophe Castaner ministre de M. Macron. Conservateur, repli sur soi, aux partisans frileux. Je le cite bien sûr du statu quo de l'immobilisme. C'est là-dessus qu'on vous fait réagir. Ça, bon, je pense que Christophe Castaner a une défense que je qualifierais de mauvaise, parce qu'on ne peut pas qualifier de conservatisme toutes les oppositions au gouvernement Macron. Je veux dire, il n'y aurait pas d'un côté La République En Marche qui serait l'incarnation fébrile d'un changement constant, et puis d'autre part, une bande raciste de conservateurs de tout poil. Là, c'est véritablement dénaturer et dévaloriser le débat politique que de ramener l'opposition à un gouvernement à une forme de conservatisme. Parlons maintenant du Front National, Bruno Gollnisch. La question a beaucoup été posée, alors je vous la pose. Où est passé le Front National ? Le Front National est toujours là, et bien là. Est-ce que vous reconnaissez qu'il a été plutôt absent ces derniers mois ? Non. Non, je ne sais pas, contrairement à ce que souhaitait un certain nombre, ou ce qu'anticipaient, ne soyons pas méchants, un certain nombre de vos confrères, il ne s'est pas divisé, il n'a pas éclaté, il n'y a pas eu de sang sur les murs lors de ces réunions, il y a eu au contraire un débat assez approfondi, intéressant, fructueux, mais à l'Assemblée, entendre sa voix politique. À l'Assemblée, le scandale que nous supportons avec le caractère pacifique, quoique déterminé, qui est le nôtre, c'est évidemment étant arrivé en seconde position et capitalisant des millions de voix, nous n'ayons que 9 députés, alors que d'autres formations, comme le Parti communiste ou autres, qui font 10 fois moins de voix que nous, soient davantage représentés. Et des 11 millions de voix, est-ce qu'au-delà du fait de ne pas avoir de groupe à l'Assemblée, il n'y a pas un autre problème qui se pose ? Je ne crois pas du tout. Je crois que nos 9 députés ont été se sont fait entendre. Ils ont fait le job. Ceci étant, quand vous n'avez pas de groupe parlementaire, vous n'existez pas lors des questions d'actualité au gouvernement. Votre temps de parole est extraordinairement réduit. En plus, sur nos 9 députés, il n'en a qu'un, Gilbert Collard, qui a l'expérience de la mandature précédente, du fonctionnement quand même assez complexe, je le sais pour l'avoir pratiqué, de l'Assemblée nationale, mais je peux vous dire que c'était déjà il y a longtemps, mais quand nous avons eu un groupe à l'Assemblée nationale dont j'ai fait partie avec Jean-Marie Le Pen, nous étions de l'avis à peu près unanime, y compris de nos adversaires, l'un des plus performants, l'un des plus productifs, et je suis persuadé que nos 9 députés vont faire le maximum. Comment allez-vous faire à partir de la rentrée pour exister ? Écoutez, ils vont faire leur travail, et puis nous allons prendre la France à témoin. Puis je crois quand même qu'un certain nombre de nos analyses se vérifient. On parlait tout à l'heure du désenchantement par rapport aux difficultés d'Emmanuel Macron, de fixer une ligne, de fixer les orientations, d'obtenir des résultats. Nous l'avions dit, je pense que déjà ça va se dégonfler. Malheureusement, un certain nombre de problèmes très graves continuent de peser sur notre pays. Je pense que là aussi, on va s'apercevoir que nous avions raison. Alors on dit, oui, mais vous surfez sur les maux de la France. Mais pas plus que les médecins ne surfent sur la maladie. Le cancérologue, il s'efforce de soigner le cancer. Alexandre Malafa et Patrick Gérard, est-ce que le Front National a raté ses débuts ces 3 premiers mois ?
C'est-à-dire que depuis l'entre-deux-tours, il s'est passé une espèce de clash, et le débat était le début, en tout cas, d'un problème de remise en cause du Front National. Alors on va voir jusqu'où vous allez aller et comment vous allez reconstruire. Cela dit, l'électorat du Front National, pour l'instant, n'a pas disparu. Les quelques 20% d'électeurs du FN au premier tour de la présidentielle sont toujours là, et le fond de mécontentement qu'ils représentaient au travers de leur vote, parce que c'est pas forcément toujours un vote d'adhésion ultra, c'est aussi parce qu'il y a une forme de rejet, de contestation, et il y a un certain nombre d'idées qui font mouche, qui sont des idées un peu... aussi. Oui, mais aussi des idées un peu bouc émissaire, donc, mais qui fonctionnent bien. Donc bon, c'est de la politique. Mais toujours est-il que c'est vrai que le Front National a besoin aujourd'hui de se repositionner. Mais le Front National a du temps. Il a du temps devant lui, parce que les grandes échéances sont dans 3 ans, ou dans 5 ans si on se met sur la présidentielle, et donc il va falloir observer la situation. Je pense que vous êtes avant, nous allons préparer très sérieusement les municipales. Oui, on est d'accord, mais la grande échéance pour vous, c'est vrai que vous avez un ancrage qui le permet maintenant, mais voilà, vous allez quand même avoir ces grandes échéances et avoir réglé quelques questions de fond. Par exemple, savoir finalement sur l'euro, quelle position vous adoptez. Pour l'instant, on est dans le flou artistique. Patrick Girard. Non, mais je crois qu'on pourrait appliquer finalement... à l'Assemblée nationale, à l'inexpérience des nouveaux élus du Front National, ce qu'on a dit de l'inexpérience des élus de la République En Marche. Bon, voilà. Non, mais à ceci près. Et en même temps, il est très difficile sur certains sujets aux élus du Front National de se positionner. Quelle va être leur position, par exemple, sur la loi travail? Parce que finalement... Ils ont voté contre. Non, mais vous pouvez pas vous opposer à la loi travail. Elle n'est pas... Et aux ordonnances. Pourquoi? Parce que ça correspond finalement à une certaine philosophie libérale. Non, nous sommes hostiles, c'est vrai, à la bureaucratie qui paralyse, dont, c'est vrai, l'inflation de nos textes législatifs, comme vous le disiez, est un des éléments, mais nous sommes soucieux de conserver un certain nombre de garanties sociales qui sont plus nécessaires que jamais dans la situation actuelle. Nous voudrions même épargner à notre pays les conséquences d'une concurrence parfois sauvage et déloyale, parce que nous appelons un protectionnisme intelligent, pas fermer la France. Nous n'avons jamais été partisans d'un isolement total, de nous couper du reste du monde, de ne plus participer au commerce international. Ça, ce sont des légendes que répandent nos adversaires, pas du tout. Mais nous sommes persuadés, par exemple, que le commerce international est fondé sur la réciprocité des intérêts de chacun des partenaires. Et nous voudrions effectivement supprimer, par exemple, la concurrence ou compenser par des droits de douane la concurrence qui est fondée sur le dumping social. Bruno Gollnisch, on parlait aussi à l'instant d'euros, on a commencé à l'évoquer, et de lignes. Il y a eu un séminaire au mois de juillet, oui. La ligne, elle en est ressortie, priorité oui. À la souveraineté nationale. Oui, par rapport à la souveraineté monétaire, politique, ça renvoie au calendrier grec, la sortie de l'euro, pour le moment. Non, il s'agit de procéder par étapes. Mais sur l'euro, je veux vous dire, nous sommes quand même beaucoup plus unis, excusez-moi, que ne le sont nos concurrents, nos adversaires. Reste que dans les médias, Florian Philippot et Nicolas Bay continuent à s'affronter par médias interposés. Alors, vous avez un congrès au mois de mars, c'est dans 8 mois, oui. C'est court, mais c'est long quand il s'agit d'afficher ces divisions régulièrement. On va en reparler. Sur l'euro, nous sommes tous d'avis que l'euro a été une mauvaise affaire pour les Français, que contrairement à ce que disaient ses promoteurs, il n'a pas été l'occasion d'une baisse des prix, mais au contraire d'une très forte hausse des prix. Mais nous sommes très conscients que dans la situation actuelle, les Français ont peur de perdre le peu qu'ils ont. Alors, vous aviez autrefois un prix Nobel, dont les idées étaient très proches des nôtres. C'était le seul prix Nobel d'économie français, Maurice Allais, qui disait que l'euro était condamné à terme, qu'il ne pouvait pas être viable, qu'une seule monnaie ne pouvait pas couvrir des économies aussi disparates. Maintenant, ils sont 10 à le dire. Alors, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Nous avons un plan B au cas d'une grave crise financière qui mettrait l'euro en péril. Vous avez eu un séminaire pour tenter de régler certaines questions. Les lignes continuent à s'affronter par médias interposés via Nicolas Bay et Florian Philippot. Je n'ai pas remarqué. Vous êtes meilleure observatrice que moi, mais on n'aura pas le temps de les écouter, mais Florian Philippot dit « Je prône l'inverse, je ne souhaite pas que l'on soit un lobby anti-immigration » quand on l'interroge sur le fait que Nicolas Bay rappelle que la priorité sera donnée à la souveraineté nationale, par exemple. C'est pas un problème, là, pour le Front National, même si vous avez prévu de le régler oui, mais c'est vrai qu'il y a des différences d'opinion, peut-être de doctrine, en ce qui concerne les priorités. Ceci étant, je pense qu'aucun dirigeant du Front National n'est favorable à l'immigration massive.
qui est un véritable problème. Je pense que c'est vrai, le problème démographique de notre pays, qui est à la fois l'implosion de la population française et l'explosion des populations venant d'ailleurs, c'est un très grave problème de notre pays, mais ce n'est pas le seul. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été notre invité sur LCI. Restez avec nous tout de suite à Un Journal et on se retrouve tout de suite après avec nos éditorialistes ici en plateau pour parler de l'actualité de la semaine.